Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture. Je continue pour vous une œuvre de Jules Barbé d'Aurevilly qui s'intitule Une vieille maîtresse. Alors apparemment, il s'agirait d'une histoire inspirée de faits autobiographiques puisqu'il quitte sa Normandie natale pour s'installer dans le Saint-Germain-des-Prés du 19e siècle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va être inspiré de cette histoire qu'il nous raconte donc dans Une vieille maîtresse, qui en fait met en scène l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Rino de Marigny, qui doit épouser une jeune femme noble, très pieuse, de bonne famille, qui s'appelle Ermengarde, mais qui va donc se retrouver coincé entre sa jeune épouse qu'il aime et son ancienne maîtresse, qui est une sorte d'intrigante, qui est beaucoup plus âgée que lui, qui a 10 ans de plus, avec qui il a eu une liaison passionnée pendant 10 ans. Et donc c'est une femme qui s'appelle Vélini, qui va se retrouver particulièrement furieuse d'être éconduite et qui va établir un plan assez diabolique donc pour récupérer son amant et tenter donc de briser son mariage. Donc je vous propose tout de suite de poursuivre la lecture. Avant cela, n'oubliez pas que l'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, c'est très simple, il vous suffit donc de taper hashtag VBN. Pour l'heure, vous êtes avec moi jusqu'au bout de la nuit. Restez bien installés au chaud chez vous, on poursuit la lecture et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle nuit avec moi sur D8. Il possédait la puissance de l'esprit contre laquelle on se révolte derrière le dos de ceux qui l'ont. Il n'avait pas de position, on ignorait sa fortune, ces deux seules distinctions qu'on respecte, tout en lui reconnaissant une amabilité de premier ordre quand il voulait causer. On maudissait ses vices, si toutefois une société aussi énervée que celle de Paris peut maudire. Jamais, comme on l'avait dit, Madame d'Artel, personne n'avait été l'objet de plus de commérage que Monsieur de Marigny. Les mères avaient beau prendre les airs pincés, quand on en parlait devant mesdemoiselles leurs filles, elles avaient beau s'ingénier à mettre les guimpes les plus montantes aux expressions dont elles se servaient, quand la conversation roulait sur Monsieur de Marigny. Bien étrange idée s'était éveillée dans la tête d'Ermengarde. Cette fière Diane, calme en apparence, mais agitée, au fond, sans savoir pourquoi, lorsqu'elle avait recueilli d'une oreille curieuse et discrète quelques bruits épars de tous ces apartés étouffés à demi sous les éventails. Ah, occupée de soi, en bien ou en mal, c'est déjà une force. Et les femmes aiment la force comme tout ce qu'on n'a pas et ce qu'on désire d'un désir vain. Mais si on ajoute à cela de grands torts de conduite, comme on disait, de Monsieur de Marigny, le dérèglement de la vie, l'épouvante des âmes timorées, on s'expliquera très bien la disposition où ce qu'elle avait entendu jeta Ermengarde. Loi formidable et éternelle que toutes les poésies du cœur de la femme la fassent incliner à sa chute. Il y avait alors dans la société de Paris une jeune mariée, que Monsieur de Marigny avait compromise. C'était cette comtesse de Mandose à laquelle on l'a vue. La vieille marquise avait décoché une allusion si directe. Passionnée et faible, élevée en Italie, où la société n'apprend pas comme en France à se défier des mouvements les plus généreux de son cœur. Madame de Mandose avait aimé Monsieur de Marigny avec une bonne foi qu'il l'avait perdu. En quelques instants, la passion fit une horrible razzia de tous les dons qui ornaient sa vie. Elle n'était plus belle, et elle avait été divine. Les femmes du faubourg Saint-Germain, qui savent glisser dans l'éloge le plus caressant de ces subtils poisons d'ironie auprès desquels les poisons de l'Italie des Borgia, qui enfermaient la mort dans les plis d'un gant parfumé, auraient été, de grossière composition, l'appelaient sérieusement la diva. On pensait d'elle à cette époque ce que Louise de Lorraine, princesse de Conti, disait d'une des trois grandes maîtresses d'Henri IV, la duchesse de Beaufort, celle qui ne voulait pas l'aimer, ne pouvait pas la haïr. Avant que l'amour ne l'eût saisie dans sa griffe de flamme, elle avait été le type d'un de ces genres de beauté évidemment prédestinés au malheur, en raison même de la sublime délicatesse de leur essence et de leur forme.
Cette délicatesse exceptionnelle qui n'est pas la beauté, car la beauté a la force d'une harmonie, et au contraire cette délicatesse exquise, incomparable, vient peut-être d'un trouble d'un élément céleste de trop dans la composition de l'être humain. S'élever en Madame de Mendoz jusqu'au phénomène, elle ravissait le regard comme un miracle accompli. Elle l'effrayait comme une catastrophe qui menace. Pour l'observateur philosophe, il était certain que le premier malheur de la vie déchirerait cette organisation tenue et diaphane, comme le cuivre auquel on l'accroche en passant déchire une dentelle. En effet, les plus transparentes ladies que l'Angleterre présente à l'admiration du monde comme les plus purs échantillons d'une aristocratie bien conservée, n'eussent pas approché de cette femme chez qui les lignes et les couleurs avaient une légèreté, un fondu, un flottant de lueur qu'on ne saurait rendre que par un mot intraduisible, le mot anglais Israel. Quand on suivait comme un fil de la Vierge, dans l'air rose du matin, l'espèce de nitescence qui courait au profil de ses cheveux d'ambre pâle jusqu'à la nacre de ses épaules, on aurait cru à une fantaisie de Raphaël, tracée avec quelques merveilleux fusains d'argent sur du papier de soie couleur de chair. Ses yeux, elle était un peu myope, étaient de ce tendre bleu de la turquoise, qui n'a pas de rayons et qui semble dormir. Ils avaient l'expression singulière et vague de ces sortes d'yeux qui n'étreignent pas le contour des choses. Ils paraissaient mat de rêverie. Ainsi, Dieu ne l'avait faite qu'avec des nuances, mélange unique de clarté sans fulgurance et d'ombre lactée. Elle berçait le regard en l'attirant, et très certainement, elle eût produit l'engourdissement magnétique des choses vues en rêve sans l'ardeur sanguine de ses lèvres, qui réveillait tout à coup le regard, énervé par tant de mollesse, et montrait par une forte brusquerie de contraste que le cœur de feu de la femme brûlait dans le corps vaporeusement opalisé du séraphin. Madame de Mendoz avait cette lèvre roulée que la maison de Bourgogne apporta en dot, comme une grappe de rubis, à la maison d'Autriche. Issue d'une antique famille du Beaujolais, dans laquelle un des nombreux bâtards de Philippe le Bon était entré, on reconnaissait au liquide cinabre de sa bouche les ramifications lointaines de ce sang flamand qui moula pour la volupté la lèvre impérieuse de la lymphatique race allemande et qui depuis coula sur la palette de Rubens. Ce bouillonnement d'un sang qui arrosait si mystérieusement ce corps flave et qui trahissait tout à coup sa rutilance sous le tissu pénétré des lèvres, ce trait héréditaire, dépaysé dans ce suave et calme visage, était le sceau de pourpre d'une destinée. Il disait bien que cette femme frêle, à qui les poètes eussent attaché par la pensée sur le front de mystiques bijoux comme le béryl ou la cyanée, et aux épaules, la tunique d'hyacinthe, appartenait dans son corps, autant que dans son âme, au double amour qui n'en est qu'un seul. Un tel signe n'avait pas menti. La passion de Madame de Mendoz pour Monsieur de Marigny, et dont cette Italienne manquée n'avait pas su faire une relazione de plus d'un an, eut toute l'insouciance d'un malheur suprême, après avoir eu toutes les imprudences d'une félicité sans bornes. La comtesse s'était doublement affichée. On la recevait toujours, à cause du rang qu'elle tenait par sa famille en France et par celle de son mari en Espagne. Elle était alliée aux Medina Coeli, mais l'opinion ne lui marchandait pas les cruautés. Elle les brava comme une plus fière, non par hauteur de courage, mais par entraînement aveugle et fatal, parce qu'elle ne pouvait rencontrer son ancien amant que dans ce monde qui la flétrissait tout en restant poli pour elle. Elle y allait donc, poussée par l'espérance, attelée au joug d'une idée fixe. Elle y traînait un cœur désolé et une santé dévastée. Rien ne l'arrêtait, ni la fièvre, ni la toux convulsive d'une poitrine atteinte de consomption. Elle avait bien toujours le courage de sa toilette, et brisée, mourante, anéantie, elle venait la première et s'en allait la dernière partout, l'attendant, voulant le voir encore, même de loin, et dut-elle expirer en rentrant du souvenir des jours passés. Âme acharnée, qui n'arrachait pas le trait, mais l'enfonçait chaque jour davantage. Ermengarde savait, confusément,
Il est vrai, l'histoire de Madame de Mendoze, mais assez pour suspendre toutes sortes de rêveries à cette femme qui aimait sa faute jusque dans son supplice, à ce front d'Éloa tombé qui n'eût pas voulu se relever, à ce maigre et pâle visage fondu au feu d'un mal intérieur où il n'y avait plus que deux grands yeux flétris, cernés, dévorés, sanglants d'insomnie et de pleurs. Malgré la réserve d'une éducation vraiment patricienne, mademoiselle de Polastron ne pouvait s'empêcher de regarder Madame de Mendoze avec étonnement, avec épouvante, avec jalousie, avec pitié. C'était dans ce sein jeune et pur une confusion de tous les sentiments qui s'ignorent. Pour elle, la comtesse était une curiosité funeste. Elle contemplait trop Marigny à travers cette femme qu'il tuait chaque fois qu'elle la rencontrait. Elle épiait avec un intérêt aussi dissimulé que s'il avait été coupable. Le progrès du mal qui la minait mettait le sentiment partout où il y avait la maladie. Elle ne se doutait pas qu'elle aimait déjà, qu'elle caressait les ailes d'épervier de la terrible chimère. Quand donc le verrait-elle aussi, cet homme qui tuait si bien les femmes ? Elle n'avait pas peur de lui, mais elle éprouvait cette émotion chère aux intrépides qui inspirait les paroles de César allant se faire tuer au Capitole au moment où sa femme cherche à le retenir. César et le danger sont deux lions mis bas le même jour, mais César est l'aîné et César sortira. Ces troubles d'une âme romanesque durèrent tout le temps qu'il fallut pour que s'il n'était pas complètement vulgaire, Marigny dut être un dieu pour elle au premier coup d'œil. Aussi le fut-il. Un soir, chez la duchesse de Valbreuse, il y avait beaucoup de monde, et l'on dansait. La musique, le mouvement du bal, les conversations couvraient la voix des domestiques, qui annonçaient. La soirée était très avancée. Ermengarde, après plusieurs valses, s'était assise près de sa grand-mère, et comme d'ordinaire elle observait son drame vivant, Madame de Mendoze, plus souffrante que jamais, affaissée sur un divan, et dont l'œil rougi, fatigué d'attendre, avait l'hébétement d'une rêverie folle. Tout à coup, elle la vit devenir plus pâle encore. Et ses yeux lourds s'agrandirent et projetaient des rayons comme deux soleils. Un mouvement insensé, qui n'était pas un sourire, agita ses lèvres flétries, qu'un jet de sang, envoyé par le cœur, sans doute, colora. « Voyez-vous, dit une voix derrière Ermengarde, cette pauvre Madame de Mendoze et l'effet que produit sur elle l'arrivée de Monsieur de Marigny. La jeune fille n'en entendit pas davantage. Elle ne vit plus Madame de Mendoze. Elle vit Marigny debout contre la portière de velours pourpre qui retombait en plis nombreux derrière sa tête, et sur laquelle il se détachait avec une sombre netteté. Il était tout en noir. Elle ne l'analysa pas. Elle ne le jugea pas. Sa première pensée fut le Lara de Lord Byron et la seconde qu'elle aimait. Alors, involontairement et par un mouvement de rivale heureuse, puisqu'elle ne l'aimait plus, elle se reprit à regarder Madame de Mendoze. L'émotion n'avait pas lâché la malheureuse comtesse. D'inépuisables éclairs jaillissaient de son regard incendié, mais les lèvres payaient cher la vie qui leur était revenue. Elles en déposaient le secret dans le mouchoir dont elles rougissaient les dentelles. C'est beau malgré tout qu'une passion pareille, dit près d'Ermengarde la même voix qui avait parlé. Elle est mourante, cette petite femme. Tenez, voilà que le sang étouffe, regardez son mouchoir. Thaddée. Mais elle n'y prend seulement pas garde, et tout le temps que Marigny sera là, elle n'est pas femme à s'évanouir. Cette scène rapide, d'un tragique simple comme nos mœurs, auquel les convenances dessinent un cadre si étroit, donna à la belle Ermengarde le frisson d'une émotion inexprimable. La marquise de Flers, qui le vit passer sur ses épaules, la gloire et l'orgueil de sa vieillesse maternelle, craignit que sa petite fille n'eût froid et lui jeta, en souriant, l'écharpe oubliée au dos du fauteuil. Quant à Monsieur de Marigny, c'était à son tour de regarder. Parmi tous ces fronts chargés de diadèmes ou de fleurs, il avait aperçu le front nu et pur d'Ermengarde.
Ses cheveux blonds relevés, droits sous le peigne, découvraient des tempes divines de transparence et de fraîcheur. Marigny, malgré l'expérience de sa vie et les musées de sa mémoire, n'avait rien vu d'aussi saintement beau que mademoiselle de Polastron. Une pulsation de 18 ans rajeunit son cœur blasé. Il s'avança vers elle et, tournant le dos à madame de Mandose, il vint saluer madame de Flers pour voir de plus près cette idéale jeune fille. Attirante, invincible, belle comme une illusion. « C'est mademoiselle de Polastron ?» dit-il, en s'inclinant devant Ermengarde, mais il n'ajouta rien de plus. Lui qui savait si bien parler le langage de la flatterie, lui, disait-on, le plus éloquent des corrupteurs, il ne risqua pas, avec madame de Flers, un seul de ces éloges que la beauté d'Ermengarde arrachait également aux hommes et aux femmes. Un respect qu'il n'avait jamais senti en présence d'une créature humaine lui inspira de se taire. Sa parole lui semblait trop prostituée pour qu'il osât s'en servir. Peut-être aussi craignait-il de se trahir, car depuis 5 minutes, il l'aimait, et pour la première fois, sensation étrange et maudite, il tremblait de ne pas être aimé. Mais quelques jours après cette soirée, il avait repris une par une toutes les sécurités de son infernal orgueil. Il était allé chez la marquise, et l'âme naturelle d'Ermengarde s'était ouverte comme un livre, sur toutes les pages duquel il put lire son nom. Certain d'être aimé, et assez épris pour vouloir le bonheur suprême au prix des liens qu'il avait jusque-là redoutés, il s'efforça de plaire à la marquise. Avec Ermengarde, il n'avait besoin d'aucune séduction, d'aucune coquetterie. Elle était soumise à ce magnétisme de l'amour, si absurde et si divin, car bien souvent, rien dans la personne qu'il exerce ne le justifie. Un homme de cet esprit, de ce jet de conversation, si tari maintenant en France, de cet éclat de manière qui rappelait à la douairière de Flers les plus beaux jeunes gens de sa jeunesse, dut l'émerveiller et l'entraîner. Elle raffola bientôt de Marigny. Pendant une année, il alla chez elle tous les soirs, et s'était se poser en prétendant à la main de mademoiselle de Polastron. Les vicomtesses du noble faubourg crièrent de toute la force de leur voix de tête contre une telle audace. Mais la marquise, hardie comme une femme du XVIIIe siècle, qui savait les vrais revenants bons de la vie, souriait, ne pensait pas qu'un mauvais sujet comme Marigny fût d'un si mauvais mari pour Ermengarde. Se trompait-elle ? L'avenir le prouvera. À coup sûr, il y avait en Marigny des replis d'âme qu'elle ne voyait pas. De ces profondeurs creusées par un siècle de plus dans l'esprit des générations. Mais la société myope du faubourg Saint-Germain les voyait-elle davantage ? Le bon sens de la marquise, qui n'avait rien de bourgeois, lui disait qu'après tout, dans cette loterie du mariage, les qualités de monsieur de Marigny étaient encore la meilleure mise. Les passions, pensait-elle, font moins de mal que l'ennui, car les passions tendent toujours à diminuer, tandis que l'ennui tend toujours à s'accroître. Enfin, elle se connaissait à l'amour, et celui de Marigny était sincère et loyal. Il avait des dettes, mais Ermengarde, disait-elle avec une élévation très spirituelle, a 80 000 raisons pour se passer de la fortune d'un mari. Un soir, troublée comme une fille noble et une chaste fille, Ermengarde avait avoué son amour et caché dans les plis de la douillette de sa grand-mère des rougeurs à rendre jalouse la blancheur des marbres. La vieille douairière l'avait absoute et bénie. Elle avait hâte d'assurer le bonheur de sa chère enfant avant de mourir. Elle avait donc approuvé le mariage dont ils avaient, ces heureux enfants, célébré les fiançailles dans leur cœur. Au lever du rideau de cette histoire, il ne leur restait plus qu'un mois à attendre, le plus long de tous, puisqu'il est le dernier. Depuis 1 an, la comtesse d'Artel ne s'en était pas démentie. Elle n'avait pas cessé d'envisager avec mécontentement et avec défiance l'amour d'Ermengarde qui grandissait de plus en plus dans cette intimité couverte des ailes de la marquise. L'amabilité de Marigny avait échoué contre elle. Tout avait glissé sur cette âme lissée de préjugés et qui avait la force de retenir
ses préventions. Elle s'était ouvertement déclarée hostile au mariage. Elle aimait mademoiselle de Polastron comme une nièce. Moins sensible par l'esprit que son amie, restée plus jeune sous ses cheveux blancs, elle se préoccupait davantage des idées communes. Il y avait en Marigny quelque chose qui l'épouvantait. N'ayant d'abord contre cet homme d'une influence si prodigieuse sur la marquise que des impressions personnelles, des bruits de salon, elle s'était trouvée presque heureuse d'avoir mis la main sur des faits positifs. Le vicomte de Prony, le cavalier servant de sa jeunesse, à qui jadis elle avait fait porter chez son bijoutier tant de bracelets dont elle changeait les médaillons, allait avoir de bien autres emplois à présent. Elle avait projeté de l'envoyer à la découverte des relations qui existaient entre Marigny et une ancienne maîtresse, que lui, Prony, avec ses airs de gourmet qu'ont les vieux libertins comme les vieux gourmands, disait être digne de figurer au premier rang des impurs de Monseigneur, le comte d'Artois. Chapitre 3. Un ancien cavalier servant. Plusieurs jours après la révélation qui avait rembruni le front ouvert de la marquise, le vicomte de Prony buvait son dernier verre de liqueur des îles chez son ancienne reine, la comtesse d'Artel, qui lui avait donné à dîner. Elle l'avait traité en vieille qui veut séduire un vieillard, et qui le prend par la seule anse qui reste, la passion suprême, celle qui ferme la porte à toutes les autres, le péché capital qui est, hélas, aussi le péché final. Elle lui avait donné un dîner des dieux, un petit repas substantiel, savoureux, fin, calculé de manière à ce qu'il l'excitât sans irriter et communiquât une activité suffisante. Dire comment elle savait le degré juste d'animation qu'il fallait au sang transi du vieux pêcheur, ce serait répéter les mauvais propos d'un autre âge, et d'ailleurs, règle générale, les femmes savent toujours à merveille ce qu'il leur importe de savoir. Ce sont les délices de Capoue que votre dîner, ma chère comtesse, dit le vicomte avec la tendre reconnaissance d'un estomac heureux depuis 1h30. Le bonheur avait commencé à la première cuillerée d'un excellent potage, et le vicomte, qui n'avait plus de dents et qui avait des principes, mangeait fort lentement. « N'est-ce pas ?» fit la comtesse, comme une femme qui sait sa force. Mais il ne faut pas qu'Hannibal s'endorme dans ces délices-là. Le trait était doublement historique. Le vieux Prony s'endormait presque toujours après son dîner. « Non, je vais à Rome à l'instant même, reprit le vicomte, c'est-à-dire, ajouta-t-il, rue de Provence, 46, chez la Signora Vellini. C'est donc ainsi que cette espèce s'appelle, dit madame d'Artel, avec un mépris de grande dame, le plus insolent des mépris. Oui, c'est comme cela, répondit le vicomte. Elle est espagnole, née à Malaga, en 1799, de manière qu'elle a 36 ans, dit vivement la comtesse, fort impertinemment pour la señora en question et pour le vicomte, qui très souvent l'impatientait avec la forme habituelle sous laquelle il cachait, assez mal, l'absence du mot qui le fuyait. Ici, une parenthèse. Le vicomte Éloi de Bourlande, chastené de Prony, avait été destiné à la magistrature dès son plus jeune âge. Il appartenait à une ancienne famille de parlement. Sa vie de jurisconsulte avait été fort courte. Avant la Révolution, il était ce qu'on appelait alors avocat de 7 heures, avec Monsieur Roy, depuis ministre, et beaucoup d'autres, devenus fameux. Les avocats de 7 heures étaient, comme on le sait, les jeunes avocats au début, qui plaidaient aux audiences du matin. Quand les illustres de l'ordre et les chanoines de la Grande Marche, les hommes à position et à réputation dormaient encore au pied de leur sac. Ce sera la fin pour cet épisode, mais on se retrouve très vite pour la suite d'une vieille maîtresse de Barbé d'Aurevilly. D'ici là, n'oubliez pas de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit de taper #VBN. Vous pouvez également aller sur le site de la chaîne www.d8.tv. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires sur D8. Bonne soirée à tous.